Salut à tous, ravi de vous retrouver. Le débriefing F1 sur motorstv.com, c'est le lendemain de chaque Grand Prix et c'était le 9e qu'on a suivi ce week-end du côté de Silverstone en Grande-Bretagne. À mes côtés, bien évidemment, l'incontournable Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc. On peut contourner, mais enfin, quand on parle de Formule 1, ça me fait plaisir de m'exprimer. Bonjour à tous. Qui est revenu de Silverstone, à moins qu'il soit resté plutôt sur la région parisienne. J'étais enfin, tu as plutôt tout en région suivi, parisienne, hein. soyons clairs, mais j'ai tout suivi, je te rassure. Voilà. Oui, d'ailleurs, le nouveau Silverstone, je ne sais pas si ça t'a bluffé au niveau architectural, au niveau confort de vision. Il paraît que là, c'est moyen. Hein. Alors, je prends toujours des gants parce qu'on peut facilement passer pour des vieux machins, tu vois, rétrograde et toujours attaché au passé. Bon, ce que je déplore un tout petit peu, c'est qu'on se perd un peu dans la nouvelle portion, c'est-à-dire qu'on a moins les références qu'on avait précédemment. Bon, ça, c'est souvent, les circuits sont tellement dégagés qu'on manque de références visuelles. Et puis, j'avoue que bon, cet énorme ensemble, il a pour inconvénient de masquer au public qui se trouve dans les tribunes. Et il y avait un afflux considérable de public. Je crois que c'est les 3 derniers stands, hein, pour être précis, et ça c'est quand même regrettable, c'est-à-dire en l'occurrence Red Bull, Ferrari et McLaren. C'est quand même, quand on a payé son billet, le prix qu'on l'a payé pour venir là, physiquement, c'est un petit peu dommage d'être privé de tout ce qui se passe au niveau des stands, visuellement. Bon voilà, maintenant pour le reste, on peut Si tu as vu, on va plus vite quand on prend la voie des stands que si on reste en piste. Donc c'est-à-dire que le drive-through, en fait, on met un stop and go, sinon il y a... C'est vrai, c'est un véritable raccourci et c'est pour ça qu'on a appliqué d'ailleurs un stop and go à Michael Schumacher. Absolument. Bon, allez, revenons-en au résultat de ce Grand Prix. Eh bien donc, Fernando Alonso gagne, Ferrari gagne, 27e victoire pour le pilote espagnol, qui revient au même niveau que Jackie Stewart, tu le sais, ce qui fait qu'il est le 5e meilleur pilote de l'histoire au niveau des victoires, donc c'est quand même assez incroyable. Bon, alors, moi j'ai envie de te poser une simple question, Jean-Luc. Bah alors, Fernando Alonso qui gagne avec 16 secondes 5 d'avance sur une Red Bull, bah alors c'est quoi, c'est Ferrari qui est la meilleure voiture finalement? Je comprends plus. On va essayer de remettre ça dans le contexte extrêmement rapidement. D'abord, on va peut-être pas rappeler toute la polémique au niveau de la réglementation technique, au niveau de ce fameux diffuseur soufflé, au niveau de la bataille qui s'est poursuivie, qui, je crois, s'est calmée depuis hier soir, mais on aura encore peut-être des nouvelles. En Formule 1, il faut toujours s'attendre à action, réaction et nouvelles et contre-nouvelles. Mais bon, a priori, on aurait tranché. On avait donc un nouveau système mis en place pour ce Grand Prix-là, avec la réduction de l'impact du diffuseur soufflé à 10% de ce qu'il était précédemment. De sorte qu'évidemment, les écuries et les équipes qui avaient le mieux travaillé ce dossier ont été les plus désavantagées. De là à penser que Ferrari était dans celle qui l'avait le moins bien travaillé, donc qui ont été les moins désavantagés, il n'y a qu'un pas que je franchis. Puisque lorsqu'il s'est agi de faire l'unanimité, et Jean Todt et la FIA ont siégé tout le week-end pratiquement avec des réunions à n'en plus finir, eh bien on a dit on demande l'unanimité. Cette unanimité, elle a été obtenue postérieurement au Grand Prix de Grande-Bretagne, gagnée comme par hasard par une Ferrari. Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Moi je dis que cette nouvelle réglementation qui a été mise en place, donc apparemment uniquement pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, puisqu'on reviendrait à l'état antérieur, c'est-à-dire à la situation de Valencia pour le Grand Prix d'Allemagne, qui donc permettrait aux monoplace motorisé par Renault, qui avait le mieux développé ce système, de continuer à l'exploiter dans de bonnes conditions, et donc par là même à Ferrari, qui l'avait le moins bien exploité, je ne sais pas si j'ai été clair, de perdre une partie de l'avantage qu'elles avaient acquis à Silverstone, à vérifier tout ça naturellement lors du Grand Prix. Voilà. L'intérêt de Ferrari, il est bien sûr de gagner ou de pouvoir gagner sur ce Grand Prix, mais alors si c'est pour se revenir, accepter de fait d'être derrière dès le Grand Prix suivant. Je crois que les choses se sont passées de la manière la plus harmonieuse qui soit, c'est-à-dire que Ferrari a donc gagné sur la piste, grâce à une erreur, encore une fois, de Red Bull, une erreur énorme dans les stands. Qu'on n'a pas bien vu, mais enfin, il y a eu une erreur au niveau de la roue arrière gauche, hein, de la machine de Sébastien Vettel. Après, on va en reparler, j'imagine, un petit peu plus tard, il y a eu, semble-t-il, des consignes vraiment très claires entre Weber et Vettel, de sorte que, bon, comme tu l'as souligné, tant mieux, moi je suis ravi qu'Alonso gagne, évidemment, que Ferrari revienne, parce que c'est vrai que ça finissait par lasser un petit peu tout le monde, ces victoires à répétition de Red Bull, et particulièrement de Vettel. On aime bien le garçon, mais il y avait un début de lassitude qui s'instaurait. Disons que ça vient à point nommé pour tout le monde. Maintenant, confirmation ou infirmation de ce que je vous dis là, lors du ou des prochains Grands Prix. Oui, le prochain Grand Prix qui est en Allemagne, la patrie de Sébastien Vettel. On l'imagine pas forcément trop vouloir être battu. On n'imagine pas trop vouloir être battu à cet endroit-là, et pas de cette manière-là en tout cas. Mais bon.
Bon, écoute, en tout cas, l'histoire est belle puisque tu as vu que Alonso avait piloté la Ferrari qui avait gagné le Grand Prix de Grande-Bretagne il y a 60 ans. Hein, là, c'est aussi une formidable histoire. Premier Grand Prix de l'histoire de la Formule 1 qui s'est déroulé sur ce tracé. On rappelle que Silverstone, bien sûr, c'était un terrain d'aviation utilisé par la RAF pendant la guerre. Première course en 48, donc 3 ans après la guerre. Premier Grand Prix en 1950. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect historique et c'est une belle histoire dans son ensemble. Voilà, on est content de l'avoir vécu. Maintenant, avec ces aléas, on va dire, de réglementation, on va revenir peut-être à quelque chose de différent, avec un circuit différent, hein, parce que Silverstone, c'est un circuit très rapide, faut-il le rappeler, et de surcroît, les conditions météorologiques qui avaient considérablement perturbé tant les journées d'essai de vendredi que le samedi et même que le Grand Prix ont également eu des influences un petit peu différentes sur le rendement global des monoplaces. Donc voilà, on est un petit peu dans la confusion pour établir une vraie, une vraie hiérarchie des monoplaces au-delà des pilotes, mais celle-là on la connaît depuis longtemps. Bon, alors tu le disais effectivement, la polémique quand même, elle vient de chez Red Bull, Vettel ou Weber qui terminent dans cet ordre, donc Vettel encore une fois soit c'est premier, soit c'est deuxième, mais Weber donc à qui on a dit tu gardes l'écart, tu restes troisième et qui l'a dit aussi publiquement, je n'ai pas voulu respecter cette consigne d'équipe. Alors, qu'en penses-tu ? Bah moi je déplore, de toute façon je ne vais pas te surprendre, j'ai toujours dit ça, puisqu'on est toujours pareil entre nous sur ce site de Motors TV dans ce débriefing, moi je déplore les consignes d'équipe, moi ça m'attriste profondément. Je le comprends, je ne suis pas naïf, je sais très bien que ça existe, et depuis longtemps, et quand ça n'est pas déclaré, eh bien on fait en sorte que effectivement le premier pilote, comme par hasard, se retrouve devant le deuxième. Mais Red Bull n'avait pas cédé justement à ce type de manœuvre, on va dire l'an dernier, et c'était la différence par rapport, on s'en souvient très bien, à Ferrari, une nouvelle fois, le Ferrari qui s'est très longtemps illustré avec ses lourdes consignes d'équipe. Moi, je ne voudrais pas, justement, alors que la saison est passionnante, malgré les victoires à répétition de Vettel, alors que les courses sont disputées, je ne voudrais pas qu'on en arrive je vais oser les mots qui font mal, à détester Vettel et Red Bull parce qu'il y a des consignes, parce que tout est réglé d'avance et parce que Vettel sera protégé par son équipe et au détriment de son équipier. Moi, ça me fait mal parce qu'encore une fois, et Weber a bien raison, ça veut dire peut-être que Weber ne va pas forcément reconduire son contrat chez Red Bull. On sait que les sirènes de Ferrari, justement, parce que là aussi, on va peut-être parler de Massa. Quel Massa? Bon, même si on l'a retrouvé un petit peu dans les deux derniers tours. Oui. Mais bon, j'ai l'impression quand même que là, on pourrait voir Weber poursuivre sa carrière et pas forcément chez Red Bull. C'est ce que je ressens un petit peu. En tout cas, il a eu bien raison de ne pas respecter ses consignes et d'essayer de passer Vettel. Bon, bah, voilà. Oui, la lutte était assez chaude. Mais bon, alors Christian Horner, tu l'as vu, a dit attendez, il y a quand même un résultat d'ensemble. Je ne comprends pas que Marc ne comprenne pas que je demande à ce qu'on respecte le résultat de l'équipe. Mais parce que c'est même pas la victoire qui est en jeu, c'est la deuxième place. Alors avec l'avance absolument considérable, absolument incroyable même que détient Vettel, si on ne permet pas à Weber de jouer sa carte, et je le répète, c'est même pas de monter sur la plus haute marge du podium, c'est terminer deuxième devant son équipier. Il avait fait la pole, donc personne n'aurait cru au scandale. Il avait gagné l'an dernier, enfin c'est pas immérité. Et puis il a tellement eu de malheur là aussi, il a tellement eu de problèmes depuis le début de la saison, comme par hasard, ça a toujours affecté Weber et ça n'a jamais affecté Vettel, il faut le dire un moment, je le dis aujourd'hui. Donc on aurait pu laisser Weber mener sa course jusqu'au bout. Encore une fois, c'est un petit peu déplorable et c'est comme ça qu'une équipe qui a une image sympathique, eh bien petit à petit peut commencer à avoir une équipe, une image désagréable et c'est dommage. Ouais. T'as raison, je crois. T'as raison. Hamilton qui est obligé d'économiser du carburant, c'est normal ça en Formule 1 moderne ? Pas vraiment. Non. Alors là, je comprends pas trop, parce que quand même, on maîtrise totalement. Alors, est-ce qu'on a voulu jouer avec le poids? C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas embarqué la quantité de carburant nécessaire? Est-ce qu'effectivement, en plus, les premiers tours, le premier tiers de course, c'était vraiment sur une bonne partie de la piste qui était mouillée. Donc, on sait très bien que dans ces conditions-là, les pilotes sollicitent un peu moins leur mécanique, donc consomment un petit peu moins. Je suis très étonné. Alors, à part une erreur de manipulation, une erreur d'un mécanicien qui n'aurait pas fait le plein absolu, ou encore une fois, je le répète, on a voulu gagner 5 kilos, 6 kilos, 10 kilos, en mettant un petit peu moins de carburant pour permettre à précisément Hamilton de remonter, comme il partait de loin, on s'en souvient. Ça me paraît un jeu dangereux. J'y vois pas de consigne, naturellement, parce que là aussi, ça pourrait être un message subliminal. Mais non, parce qu'il a perdu, effectivement, avec la remontée de Weber et puis après avec la bagarre avec Massa. En tout cas, ça nous a valu une fin de course extrêmement animée. Et malheureusement, ça a privé Hamilton d'un très beau Grand Prix, d'un très beau résultat. Il aurait pu finir deuxième avec un peu plus de... Je suis d'accord. Là, on aura des regrets.
Cette lutte finale assez spectaculaire avec Massa, oui, bon, c'est dans le feu de l'action, là. On ne va pas reprocher qu'on soit un peu appuyé l'un sur l'autre, non? Non. Là, moi, je suis d'avis, à un moment, il faut laisser les pilotes un peu jouer le jeu. Hein, parce que, alors, c'est bien, je sais bien, il faut les réglementer. Parfois, il faut surtout les chiens un peu fous. Il faut les remettre un petit peu dans le troupeau. Mais là, c'est pas le cas. Là, je crois que c'était une belle bagarre. Même fois, si les pilotes n'ont plus le droit de se battre et n'ont plus le droit de s'approcher, n'ont plus le droit parfois de se frictionner, tant que la manœuvre n'est pas délibérée. Hein, et ça, après, c'est au collège des commissaires de l'estimer. Bah, moi, je dis qu'il faut les laisser jouer. Parce que sinon, là aussi, on va finir par avoir des grands prix totalement aseptisés. Et c'est vraiment très dommage. Moi, j'ai bien aimé Sergio Pérez. Que j'ai trouvé rapide, franchement, voilà. Et puis à l'arrivée, c'est une superbe 7e place. Hein, c'est un bon résultat de nos jours. Bien, hein, le Mexicain, là, il était pas mal. Que des louanges à apporter à ce jeune Mexicain qui relève, on le souvient quand même, d'un accident terrible à Monaco, hein, qui aurait pu l'ébranler un petit peu. Et bien là, non. Il revient courageusement dans une course compliquée, justement. Là, pour le coup, le mot est adapté. Je sais bien qu'on l'utilise à toutes les sauces, mais là, c'était très compliqué de rester sur la piste avec des pneus intermédiaires au début, de ne pas les flinguer, entre guillemets, dans la portion sèche, qui était quand même importante, de changer au bon moment et de gérer après les pneumatiques tendres pour les contenir au maximum. Et puis de faire un dernier run qui était très long. Non, une nouvelle fois, ce Pérez, c'est de la graine de vrais champions et de vrais vainqueurs potentiels de Grand Prix en devenir. Moi, je pense, il est tout jeune. Hein. Oui, bien sûr. Une petite question sur Michael Schumacher, Jean-Luc, qui rentre dans les points et qui finalement, à un moment donné, c'était pas si évident que ça qu'il marque des points. Donc j'aurais tendance à dire bravo. Mais est-ce que je suis injuste en disant il a encore fait une erreur qui lui coûte très très cher? Alors il a fait une erreur, mais tu vois là je vais le sortir de l'eau quand même, parce que je vais dire il a mené un beau Grand Prix, une belle bataille. Il partait d'assez loin sur la grille, donc devancé par Nico Rosberg une nouvelle fois. Mais là dans des conditions, il a fait ce qu'on attendait un peu de lui, à part l'erreur naturellement. Alors, je parle de Kobayashi. Hein, bien sûr, j'ai bien compris. Oui. Alors il dit que c'est parce qu'effectivement il a utilisé à ce moment-là le DRS ou je sais pas quoi. D'ailleurs c'est un peu bizarre parce que pour le moment on était toujours sur piste mouillée. Il avait encore d'ailleurs les pneumatiques intermédiaires, je ne dis pas d'ânerie, puisque l'incident se produit au 9e tour. Et pour moi, le DRS n'était pas encore autorisé à vérifier. Mais ça doit être limite. En tout cas, un pilote de son calibre, 7 fois champion du monde, 91 fois vainqueur en Grand Prix, qui dit « Je me suis fait piéger par mon DRS parce que j'allais un petit peu vite et je suis venu… » Bon, l'explication n'est pas bonne. En revanche, il mène un très beau Grand Prix. Après sa pénalité, il repart, il se bat, il revient dans les points. Là, c'est du bon chemin. Et tu as vu que Di Resta, ça aurait pu être très très fort aussi. Peut-être même encore mieux que Pérez. Avec un arrêt au stand, alors là, vraiment, ça fait mal au cœur de voir qu'on attendait son coéquipier, que ce n'est pas les bons pneus, qu'on est obligé de les changer, on va les chercher. Ça fait mal au cœur. Ça veut dire que là aussi, moi, quelque part, les erreurs humaines, je dirais que ça me fait quand même plaisir. Ça démontre que la Formule 1, c'est toujours un sport d'hommes, que ce soit sur la piste ou que ce soit dans les stands. Et ma foi, on peut être surpris. L'arrêt au stand de Button et le fait… Tout le monde serait reparti dans ces conditions, c'est impossible de voir. Là, je crois que c'est pareil. On voit bien quand on décompose effectivement la manœuvre que le mécanicien a un problème apparemment. Il veut changer de pistolet et puis hop, le pilote commence à repartir et on lève le lollipop à la fameuse sucette et voilà. Et lui, le pauvre, le temps qu'il prenne le deuxième pistolet, la voiture est partie. Bon, c'est énorme comme erreur. Heureusement, ça n'a pas de conséquences, hormis une terrible frustration. J'imagine que ce pauvre mécano doit malgré tout s'en vouloir. Il n'est pas le seul fautif. C'est un boulot d'ensemble. L'homme qui tient la sucette, la fameuse lollipop, n'aurait pas dû lâcher. Il aurait dû voir que c'était pas terminé. Il aurait dû tenir le pilote au stand. Bon. Dans le feu de l'action, c'est peut-être pas facile quand même. Non, c'est pas facile. Tous ces Grands Prix F1, on peut les suivre en live texte sur motorc.com grâce à nos amis et partenaires de f1-direct.com. Peut-être une dernière question, Jean-Luc, en 30 secondes. Bon, Lotus Renault Grand Prix. Heidfeld certes dans les points 8e. Petrov, on l'a pas vraiment senti tout au long du week-end. On a des regrets là encore. Enfin, je veux dire. On a des regrets. Voilà une écurie qui, à mon avis, a perdu beaucoup avec le changement de réglementation. On s'y attendait. Puisque c'était quelque part les tenants et quelque part les ambassadeurs de ce fameux échappement soufflé, puisqu'on sait très bien que les échappements soufflent devant. Donc c'est peut-être eux qui ont perdu le plus, peut-être, je dis bien, difficile de savoir encore une fois parce que c'était mouillé, etc. D'ailleurs, on parlait, Éric Boulier a même évoqué le retour à un échappement classique. Alors du coup, si le règlement revient en arrière et qu'on réautorise l'échappement soufflé, ou au moins à 50%, là après c'est compliqué, parce que comme on gère électroniquement la gestion, c'est le cas de le dire, de cette programmation mécanique, on peut avoir 10, 15, 20, 30, 50% des 100% qu'on avait avant. Alors,
Je pense que Lotus Renault a perdu beaucoup. Il sauve des points grâce à Heidfeld. Bon, on va dire, c'est un moindre mal parce que c'était assez mal parti pour l'équipe. Hein. Bon, on rappelle que 2 Français ont gagné en GP2 ce week-end, qu'un Français qu'on peut voir sur Motors TV, Jean-Éric Vergne, pour ne pas le citer, gagne et a repris la tête en World Series by Renault. Donc entre Bianchi, Grosjean et Vergne, si l'année prochaine il n'y a pas un pilote français en F1, moi je te le dis franchement, je ne comprends plus rien à rien. Moi non plus. Bon, on est d'accord. On est bien d'accord. On va se quitter là-dessus sur ces bonnes perspectives. Mais enfin, il faudra aller jusqu'au bout de la saison, bien évidemment, mais ils sont là, les petits jeunes. Donc Jean-Luc, on se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix d'Allemagne. Le Grand Prix d'Allemagne au Nürburgring. Donc, oui, voilà, au Nürburgring, tout à fait, chez Sébastien Vettel, qui aura évidemment à cœur de gagner. Mais ça, c'est clair. On verra bien si c'est le cas. Et puis un baroud d'honneur de Schumacher, pourquoi pas, devant son public. Tout à fait. Allez, merci de votre attention et donc à très bientôt. Salut. Salut.